Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau webinaire, le 7e de notre série sur l'expérience client. Donc, nous allons parler aujourd'hui d'analyse de données et de comment transformer vos résultats d'études en actions concrètes. Donc, l'objectif de ce webinaire va être de vous donner de la méthode et des exemples concrets pour améliorer vos pratiques et optimiser vos études. Donc, je suis Julie, chargée d'études au sein de l'Institut Sphinx et je suis accompagnée aujourd'hui de David, directeur d'études. Bonjour Julie et bonjour à tous. Avant de débuter, un petit point technique. Donc, pour poser vos questions tout au long de la présentation, vous pouvez vous rendre dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Notre collègue Audrey y répondra tout au fil de ce webinaire. Et puis, en fin de présentation, nous répondrons à quelques questions en direct. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou peu, le Sphinx est une entreprise de plus de 90 collaborateurs et les équipes sont basées à la fois à Grenoble et à Annecy. Donc, nous avons deux principales activités. D'une part, l'édition de logiciels d'enquête et d'analyse de données, et d'autre part, un institut d'études dans lequel nous travaillons avec David pour prendre en charge tout ou partie de vos projets, que ce soit des enquêtes quantitatives, des enquêtes qualitatives, des enquêtes mixtes ou encore des prestations de conseil. Eh ben, merci Julie. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui de l'analyse à l'action? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les données sont partout. Les entreprises, vous disposez d'une masse d'informations très importante sur vos clients. Et finalement, la question que l'on peut se poser, c'est combien de ces entreprises savent réellement transformer ces données en leviers concrets ou en actions concrètes qui vont engager et fidéliser leurs clients. Alors, on va évidemment aujourd'hui s'intéresser tout particulièrement aux données qui proviennent des études ou des enquêtes clients que vous pouvez réaliser, des données qui constituent véritablement la voix de vos clients et qui vous permettent d'une certaine manière d'objectiver vos décisions. Mais finalement, on fait le constat que sans une analyse statistique rigoureuse, ces données restent souvent brutes, inexploitables et ne vont pas contribuer réellement à leur fonction première, à savoir vous faciliter la prise de décision. D'où l'intérêt finalement de procéder à des analyses statistiques un peu plus approfondies qui vont permettre dans un premier temps de structurer l'information, c'est-à-dire de transformer des données dispersées en tendances qui soient claires, et dans un deuxième temps, de détecter l'inattendu, donc en mettant en évidence des relations ou des contrastes qui sont parfois invisibles à l'œil nu. Avec, pour impact finalement sur l'expérience client, une meilleure identification des besoins et attentes de vos clients, la détection des leviers de satisfaction et de fidélisation, et enfin l'optimisation des investissements et ressources sur les actions que vos analyses jugeront comme les plus porteuses. Merci David. Du coup, pour commencer et avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose justement avec David de répondre à un petit sondage en vous rendant dans l'onglet sondage en bas à droite de votre écran et de nous dire justement quel type d'analyse est-ce que vous utilisez au quotidien pour analyser vos résultats d'études. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à différents types d'analyses et vous montrer les apports de chacune d'entre elles. Le but va être de vous montrer comment exploiter ces analyses pour mieux connaître vos clients et mettre en place des actions concrètes dans le but finalement de les convaincre de rester et de les fidéliser. Donc, dans un premier temps, nous vous ferons un rappel rapide sur les tris à plat et les tris croisés pour voir l'essentiel en un clin d'œil. Ensuite, nous nous intéresserons à une analyse factorielle des correspondances et on vous montrera du coup comment résumer l'information issue de plusieurs analyses croisées. Ensuite, nous passerons sur la typologie de répondants pour vous montrer comment segmenter votre portefeuille afin de pouvoir mettre en place des actions personnalisées pour chaque catégorie. Et ensuite, nous passerons sur deux analyses davantage ciblées sur la satisfaction de vos répondants. D'abord, la matrice importance-performance qui, bien exploitée, vous permettra d'allouer intelligemment vos ressources. Et ensuite, la matrice de Yosa qui vous donnera la possibilité de distinguer les atouts et les points faibles cachés. Alors, une petite visualisation des résultats du sondage. On voit, alors vous n'avez pas encore tous répondu, mais on voit effectivement, on a une cinquantaine de votes.
que la plupart d'entre vous, et on se l'attendait effectivement, utilisent bien des analyses de premier niveau comme les tri à plat, effectivement, ou les tri croisés. C'est le cas de la plupart d'entre vous. Et ensuite, on a des niveaux d'usage assez hétérogènes, finalement, des analyses un peu plus avancées. On va retrouver ensuite la matrice importance-performance et plutôt en bas de l'échelle, plutôt la matrice de Liosa. Donc, finalement, des résultats des sondages qui nous amènent à penser que ce qu'on va vous présenter finalement aujourd'hui vous permettra, on l'espère, soit de consolider vos acquis et vos pratiques sur des analyses auxquelles vous avez déjà recours aujourd'hui, ou vous permettra de vous ouvrir finalement à d'autres types d'analyses qui sont a priori un peu moins courantes ou en tout cas un peu moins utilisées, en vous montrant peut-être un peu plus précisément l'intérêt qu'elles peuvent représenter dans cette logique de prise de décision. Ça marche. Donc, commençons tout de suite. Tout d'abord, du coup, par les tri à plat et les tri croisés. Du coup, qu'est-ce qu'un tri à plat? Donc, un tri à plat va vous permettre d'obtenir la distribution des réponses de l'ensemble des questions de votre enquête. Donc, ça peut être en pourcentage, en effectif, en moyenne, en fonction finalement du type des questions que vous analysez. Donc, c'est la lecture la plus simple et immédiate que l'on peut faire des résultats. Les objectifs et intérêts recherchés, ça va être tout d'abord de décrire l'échantillon, d'avoir une meilleure connaissance finalement du profil de vos répondants et de la structure de votre échantillon. Ensuite, ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble grâce à la consultation des résultats de l'ensemble des questions de l'enquête, donc soit sous forme de tableau, soit sous forme de graphique. Et enfin, ça va vous permettre d'identifier les tendances générales et vous permettre de préparer les données, par exemple par du retraitement sur des variables, afin de passer ensuite à des analyses plus complexes qu'on pourra voir ensuite. Ensuite, quelques conseils sur les tri à plat. Comment les lire? Tout d'abord, parcourir rapidement les pourcentages dominants, parce que souvent, ce qui ressort le plus, c'est le plus significatif. Ensuite, regarder les extrêmes. Les réponses très négatives, très positives, plutôt que d'aller se perdre dans les nuances qui ne vont pas nous apporter grand-chose. Et puis ensuite, veiller à l'interprétation qu'on fait des résultats et à la représentation graphique qu'on choisit en fonction du type de variable qu'on va étudier. Variable fermée unique, variable fermée multiple, variable échelle. On ne va pas opter pour les mêmes techniques d'analyse. Et maintenant, une petite astuce côté logiciel Sphinx, vous pouvez procéder en un clic à un déploiement automatique pour justement obtenir les tri à plat sur l'ensemble de vos questions. Et vous pouvez également le faire sur les tri croisés, ce qui me permet la transition. Merci pour la transition, Julie. Donc, effectivement, les tri croisés, petit rappel méthodologique, les tri croisés, un tri croisé consiste finalement à comparer les réponses d'une question selon les modalités d'une ou plusieurs autres variables, comme ici dans notre exemple à l'écran, ou sur une enquête qui porte sur le secteur du tourisme, on cherche à comprendre le choix en type d'hébergement selon des variables sociodémographiques et notamment selon les critères de l'âge. Alors, les objectifs assignés finalement au tri croisé vont être logiquement dans un premier temps de comparer la perception entre différents groupes, en identifiant les écarts ou les différences significatives qu'il peut y avoir entre les différents profils sur des dimensions liées à la satisfaction, aux usages ou au comportement. Un second objectif va être également de valider si les différences pressenties vont se retrouver finalement dans les données. Par exemple, dans le cas de notre exemple, on pouvait imaginer avant même de lancer l'enquête que le camping était d'un type d'hébergement qui était davantage pratiqué par les jeunes, chose qui a été effectivement confirmée par notre enquête. En termes de bonnes pratiques, donc on vous conseille d'une manière générale de commencer à croiser vos variables clés, c'est-à-dire vos variables d'usage, vos indicateurs de performance, avec des variables sociodémographiques. Alors, les variables sociodémographiques, qu'est-ce que c'est? Donc, pour des enquêtes B2B, on va avoir l'âge, comme on a ici à l'écran, le genre, la CSP, la structure du foyer, par exemple. Pour des enquêtes plutôt B2B, ça va être le secteur d'activité, la taille salariale ou encore la région d'implantation. Ensuite, une fois qu'on a croisé par ces variables sociodémographiques, on vous conseille effectivement d'investiguer les croisements qui vont vous sembler pertinents finalement au regard des objectifs que vous allez assigner à votre étude. Par exemple, pour une enquête
à chaud qui vise à évaluer la performance d'un service client, et bien croiser les indicateurs de performance, satisfaction, recommandation, par les motifs de contact ou les canaux de contact, les motifs de la demande, pardon, ou les canaux de contact, et peut être un croisement plutôt pertinent. Donc, cette introduction, finalement, sur les tri à plat et les tri croisés nous amène aussi à dire que ces analyses de premier niveau jouent vraiment un rôle clé comme point d'entrée dans une démarche analytique un peu plus avancée et vont notamment permettre de formuler des hypothèses qui alimenteront ensuite nos analyses statistiques. Par exemple, si certains groupes de clients vont exprimer des choix relativement proches, on peut émettre l'hypothèse que cette proximité, eh bien, sera visible dans la cartographie d'une AFC. Julie nous en parlera juste après. Et si on observe des écarts assez importants entre différents profils en termes d'usage ou d'attente, eh bien, on peut penser que ces variables structureront les groupes de notre typologie. Voilà, tout simplement pour dire finalement que les analyses avancées ne sortent pas de nulle part. Elles prolongent bien souvent les intuitions qui sont générées par des lectures plus simples. Et donc là, je laisse la main à Julie qui va commencer par nous parler d'AFC. Voilà, donc l'analyse factorielle des correspondances, c'est une méthode statistique qui va servir à analyser et à représenter de manière synthétique les relations entre des données catégorielles. Des données catégorielles, c'est quoi ? Tout simplement, ce sont des données qui sont issues de variables qualitatives, donc qu'on retrouve dans des variables fermées avec modalité de réponse. Et donc, notre analyse factorielle des correspondances va nous permettre de décrire les associations de modalités 2 à 2. Donc ensuite, cette AFC, elle projette ces données catégorielles sur une carte qu'on appelle communément un plan factoriel. Donc, sur ce plan factoriel, vous avez différents éléments. Vous avez d'abord chaque modalité des variables qu'on a intégrées dans notre AFC est représentée par un point sur la carte qui va être plus ou moins important en fonction du nombre de réponses données à chacune des modalités. Ensuite, vous avez les distances entre les points qui traduisent la proximité et l'opposition statistique. En fait, des modalités qui sont proches les unes des autres, généralement, vont apparaître comme associées, alors que des modalités plus éloignées vont plutôt être opposées ou en tout cas sont moins associées statistiquement parlant. Ensuite, vous avez les axes factoriels, donc l'axe des abscisses et des ordonnées, qui résument l'information et qui mettent en évidence des grands contrastes dans les données. Souvent, ce que vous avez à gauche de la carte est opposé à ce que vous avez tout à droite, par exemple. Donc, le graphique, qui se lit comme une carte, il permet d'identifier d'un coup d'œil des regroupements de profils, des axes de différenciation et des rapprochements éventuellement inattendus entre les catégories. Donc, oui, mais finalement, quel intérêt de faire tout ça ? Tout simplement de pouvoir résumer l'information issue de plusieurs analyses croisées pour avoir en fait une meilleure idée des relations entre les différentes modalités des variables intégrées à cette analyse. Donc, rien de tel qu'un exemple pour mieux comprendre. Donc, on va revenir sur l'enquête exemple dans le secteur du tourisme dont parlait David juste avant. Donc, c'est une enquête où il y avait différentes variables de profil et de comportement. Donc, on avait par exemple donc des variables socio-démographiques, l'âge, le sexe du répondant, la CSP. On avait également des variables comportementales, quel est le budget qu'ils ont alloué à leur séjour. Et enfin, on avait aussi une variable de mode d'hébergement. Donc là, le but de cette AFC, on a mis notre mode d'hébergement en variable pivot. Ça veut dire qu'on va vouloir comprendre finalement quel est le profil des personnes qui se rendent dans chacun des types d'hébergement. Donc en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne ? Ça vous donne la carte à l'écran. Donc vous voyez, vous avez les points bleus, c'est ce qui représente justement les différents types d'hébergement, donc les modalités de la variable pivot. Et donc, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que typiquement, les moins de 35 ans, donc les plus jeunes, ont tendance à plus loger dans de la famille ou chez des amis, ou encore en camping, et cela dans un budget plutôt serré. Ils n'allouent pas forcément un budget très important à leur séjour. Et puis, en opposition, on retrouve de l'autre côté de la carte, plutôt à droite, les cadres, les professions intellectuelles supérieures, les artisans, commerçants, etc., qui vont davantage aller à l'hôtel. On a aussi les plus de 55 ans.
et du coup, logiquement, qui allouent un budget plus élevé à leur séjour, un budget qu'on a considéré ici de prestige. Donc, vous voyez, c'est intéressant, on voit un petit peu les profils pour chaque type d'hébergement. Donc, une fois qu'on a fait cette représentation visuelle, on va pouvoir obtenir ces éléments de manière un petit peu plus détaillée via un tableau de caractéristiques, donc, que vous voyez à l'écran. Donc, ce tableau va nous permettre de connaître de manière chiffrée, cette fois, les relations statistiques entre la variable pivot, donc la variable pivot que vous retrouvez en en-tête, donc avec les modalités de réponse du mode d'hébergement, donc en en-tête des pavés, et puis à l'intérieur, les profils de répondants. Et donc, ça nous permet aussi, quand on en est à ce niveau-là, éventuellement de faire encore un petit peu de traitement sur ces données. Tout à l'heure, on a vu que les cadres, les professions intellectuelles supérieures ou encore les artisans, ce qu'on considère comme des CSP+, avaient un petit peu les mêmes profils. Donc, on a choisi ici, dans cet AFC, de les regrouper sous la dénomination CSP+. Donc, on est vraiment dans une idée de synthèse. Voilà pour l'AFC. Je passe la main à David pour la typologie. Merci Julie pour cette présentation. Donc effectivement, je vous propose de passer à une nouvelle analyse, donc la typologie, donc appelée également classification. Alors, la première question qu'on peut se poser finalement, c'est quel rôle joue la typologie dans une démarche d'écoute client? Bien, globalement, on peut dire qu'elle sert à concevoir des parcours différenciés qui sont adaptés à chaque segment client et donc, au final, à prioriser les investissements là où l'impact sera maximal sur la satisfaction et sur la fidélisation. La typologie permet vraiment d'aligner l'ensemble de vos équipes, marketing, vente, métier, service client également, autour d'une vision commune et segmentée de votre clientèle, avec vraiment pour objectif de créer une expérience personnalisée pour chaque groupe de clients et qui soit au final génératrice de valeur. Alors, de manière un peu plus opérationnelle, sans rentrer trop dans le détail non plus, donc dans l'univers de l'analyse statistique, une typologie est finalement un traitement de données qui vise à regrouper des individus étudiés en fonction de leur proximité sur un certain nombre de variables. Donc, elle permet de comprendre la diversité finalement qui peut exister au sein de votre clientèle et de les regrouper, regrouper des profils qui ont des attentes, des perceptions ou des comportements qui sont globalement homogènes. Alors, à noter qu'il existe plusieurs types de classifications. Alors, chez Sphinx, on utilise plus régulièrement la classification dite Kamins, qui repose finalement sur des algorithmes mathématiques qui visent à calculer les distances entre les individus. Voilà, selon la nature de nos bases de données, on peut avoir recours à d'autres types de classifications, notamment la CH1, donc la classification hiérarchique ascendante. Alors, pour essayer de donner un petit peu plus de concret finalement à ces analyses avancées qu'on va vous présenter aujourd'hui, on a souhaité vous présenter des cas pratiques où ces analyses ont permis vraiment de déboucher sur des plans d'action qui soient très précis. Et donc, pour la typologie, on a pris l'exemple d'une enquête post-visite en magasin qui cherche donc non seulement à évaluer l'expérience vécue en magasin, mais où également le client est amené à se positionner sur des dimensions un peu plus comportementales qui soient liées à ses habitudes d'achat, à sa sensibilité au rapport qualité-prix ou aux conseils personnalisés, ou encore sa réactivité aux campagnes promotionnelles. Donc, je vous passe l'aspect méthodologique de la construction finalement de la typologie, puisque ce n'est pas l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, pour arriver directement aux résultats issus de cette analyse. Donc, au final, on va obtenir 4 groupes de clients qui vont se positionner selon 2 axes. Donc, un premier axe, l'axe vertical, qui traduit finalement l'implication de nos clients dans l'expérience en magasin. À droite, plutôt immersive et relationnelle. À gauche, plutôt transactionnelle et fonctionnelle. Un second axe, vertical, qui traduit ici la sensibilité au prix par rapport à la valeur perçue. Très centré sur la valeur en haut, davantage centré sur le prix en bas. Et donc, nos grades groupes qui vont venir se positionner sur cette matrice
et qui vont refléter finalement ces différents aspects selon à des niveaux divers. Avec un premier groupe qu'on a appelé Fidèles Premium, qui sont très centrés sur leur expérience, qui sont en recherche d'exclusivité et de confort, et qui ne sont pas du tout sensibles au prix. Un deuxième groupe de chasseurs de bons plans, donc des clients qui sont avant tout, comme son nom l'indique, attirés par les promotions. Ils sont sensibles uniquement au prix et assez peu, voire pas du tout, aux services additionnels. Un troisième groupe qu'on a appelé les sociaux conviviaux, qui sont également attachés à leur expérience en magasin, mais davantage dans sa dimension, disons, conviviale et ludique. Et ils ont une sensibilité plutôt moyenne au prix. Et enfin, un dernier groupe, des digital first, qui sont globalement peu attachés à leur expérience en magasin. Ils sont surtout en recherche d'efficacité et de fluidité, et ils sont plutôt donc sensibles à l'équilibre entre le prix et la praticité. C'est pour ça qu'en cela, ils ont plutôt tendance à privilégier le digital, même s'ils se rendent occasionnellement en boutique. Alors, une fois qu'on a établi nos groupes et qu'on a une bonne vision finalement globale de leur spécificité et de leurs particularités, eh bien, on va chercher à établir une représentation descriptive et comportementale de nos différents groupes, avec pour objectif toujours d'accompagner le pilotage de notre portefeuille client. Alors, pour illustrer ces groupes, on s'appuie sur des données effectivement déclaratives qui sont issues de nos enquêtes, mais aussi sur toute autre donnée connue par ailleurs sur le client et qui sont bien souvent présentes dans vos CRM. Donc, dans notre exemple, ça va être des données transactionnelles liées aux historiques d'achat. Ça peut être des données comportementales liées à la réactivité aux campagnes marketing. Ça peut être également des données relationnelles liées à l'historique de fidélité ou des données sociodémographiques. Puis, en ayant recours à des tris croisés ou à des tableaux de caractéristiques dont on vous a parlé tout à l'heure en début de présentation, eh bien, on va pouvoir déboucher sur ce type de représentation qui décrit à la fois précisément, avec l'usage de pourcentages, de chiffres, mais aussi visuellement, et c'est important de communiquer de manière visuelle, eh bien, qui va mettre en avant effectivement le profil, les pratiques, ou encore les attentes de chacun de nos groupes identifiés. Ici, à l'écran, on a restitué pour notre premier groupe de Fidèles Premium. Pour compléter ces représentations graphiques qui s'appuient davantage sur des données factuelles, eh bien, on peut avoir recours à la création de personas qui vont permettre d'ajouter une certaine dimension émotionnelle en essayant d'apporter davantage de vécu finalement à l'expérience client. Alors concrètement, un persona, c'est une représentation fictive de nos différentes cibles qui prennent généralement la forme de portraits robots de clients et qui participent vraiment à proposer une expérience client qui soit totalement adaptée aux attentes et aux besoins de vos clients. Alors, pour construire un persona, on peut s'appuyer sur plusieurs sources. Celles qu'on a vues précédemment, effectivement, les données qui sont issues des enquêtes ou les données clients qui sont connues, que vous connaissez par ailleurs. Mais il s'appuie également sur d'autres sources, notamment des études qualitatives qui peuvent prendre la forme d'entretiens individuels, de focus group ou encore d'observation terrain. Et il s'appuie également, et j'ai envie de dire surtout, sur la vision interne de vos équipes, les équipes métiers, les commerciaux, le service client, qui sont généralement en première ligne et qui connaissent mieux que quiconque vos clients. Et voici, pour exemple, parmi dans d'autres, une représentation graphique de ce à quoi peut ressembler un persona. Donc, sans rentrer dans le détail, en tout cas, on perçoit assez bien déjà l'apport de la dimension émotionnelle, notamment au travers le fait de donner un visage, un nom, une biographie à une personne qui est représentative de ce groupe. Claire, 38 ans, mariée, 2 enfants, revenus élevés. Et aussi, on va faire ressortir fortement l'aspect du vécu client, notamment au travers l'usage de verbatim que vous voyez à l'écran, dont je vous laisse prendre connaissance, et qui illustre parfaitement ce que les clients peuvent attendre, ce qui va les motiver
ou au contraire ce qui va les irriter. Et finalement, au bout de la chaîne, au bout du bout, ces analyses et ces représentations finalement approfondies de vos différents groupes de clients vous permettront de déboucher très facilement sur des plans d'action précis. Ici encore à l'écran pour illustrer notre groupe de fidèles premium à titre d'exemple, et des plans d'action qui offriront finalement à vos différentes équipes, que ce soit vos équipes marketing, produits, expérience client ou même CRM, des réflexions pour piloter au mieux votre portefeuille client. Ok. Merci David pour cette présentation. Donc là, on en est à une étape où on connaît mieux nos clients, le profil de nos clients. On a segmenté notre portefeuille client. On va maintenant s'intéresser à des analyses qui sont un petit peu plus ciblées sur la satisfaction de ces clients. Donc pour commencer, on va vous parler de la matrice importance-performance. Donc, c'est le type d'analyse qui, finalement, en mettant les efforts sur les points, qui, en s'améliorant, peuvent avoir un réel impact sur le niveau de satisfaction de votre entreprise. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, sur une enquête de satisfaction, la matrice importance-performance, c'est un outil d'analyse stratégique et marketing qui va vous permettre d'identifier les atouts et les pistes d'amélioration en croisant deux dimensions. D'une part, la performance, d'autre part, l'importance. Donc, d'abord, la performance, c'est quoi ? Tout simplement, ça va être le niveau de satisfaction sur plusieurs critères. Donc, on peut l'étudier sur plusieurs échelles. Nous, on va le prendre sur une échelle de 0 à 10. Et il faut savoir que même si dans vos enquêtes, vous avez des échelles sémantiques, vous pouvez appliquer un barème pour pouvoir après utiliser ce type d'analyse. Et donc, la performance est représentée par l'axe des abscisses. Et ensuite, donc d'autre part, vous avez l'importance qui va être calculée. Ça va être finalement le coefficient de corrélation entre le critère étudié et le niveau de satisfaction global sur le service étudié. Et donc, comme je vous le disais, voilà, c'est le coefficient de corrélation et il est représenté sur l'axe des heures données. Donc, concrètement, ça va vous permettre de pouvoir hiérarchiser vos actions pour agir sur les aspects qui, comme je vous le disais, qui comptent vraiment et qui peuvent vous permettre de réellement augmenter votre satisfaction client. Donc, les résultats, ils sont représentés sur une carte découpée en 4 cadrans. Donc, il faut savoir que plus on est haut sur la carte et plus ça signifie que le critère est important pour le client, plus on est à droite de la carte et plus ça signifie qu'on performe bien. Donc, les 2 cadrans du bas sont finalement les critères les moins importants de l'enquête. Donc, c'est relativement aux autres critères de l'enquête. On est un petit peu sur une analyse qui est relative par rapport à ce qu'on met dedans. Donc, voilà, sur les personnes interrogées. Donc, aujourd'hui, on ne va pas forcément s'y intéresser. Et nous, on va plutôt se concentrer sur les 2 cadrans du haut. Donc, tout d'abord, celui qui est en haut à gauche, qui représente la zone critique. Donc là, c'est réellement vos priorités d'action, car ce sont des critères insuffisamment évalués, alors qu'ils sont pourtant importants pour vos clients. Et à droite, vous avez la zone de réussite, donc là où vous avez vos points forts, les points forts de l'entreprise. Donc, c'est les atouts qui vont fidéliser, engager les personnes interrogées. Un point déterminant dans la construction d'une matrice importance-performance, ça va être de décider là où se croisent nos axes. Donc, il y a plusieurs stratégies. D'abord, l'importance. Communément, souvent sur l'importance, on va prendre le niveau moyen d'importance sur tous les critères de l'enquête et on va se placer à ce niveau-là. Par contre, sur la performance, on peut choisir plusieurs stratégies. On va pouvoir, par exemple, se mettre à un niveau minimum de satisfaction qu'on considère comme minimum. Par exemple, dans les études en Europe, on peut se dire que le seuil minimum de satisfaction, ça va être 7 sur 10. Ensuite, on peut se mettre, comme sur l'importance, plutôt sur le niveau moyen de satisfaction globale de l'enquête, voilà, pour faire notre croisement. Ensuite, ça peut être en fonction de critères fixés par votre entreprise, de stratégie, d'exigence. Par exemple, si vous avez des très bons résultats, vous allez plutôt vouloir, via cette matrice, viser l'excellence. Et dans ce cas, vous allez peut-être fixer votre croisement à une note de 8,5, 9 sur 10. Voilà, donc ça peut dépendre de vos résultats d'études. Et enfin, ça peut dépendre du type d'étude. Si vous êtes sur un baromètre, ça va quand même être important que chaque année, vous placiez vos axes au même endroit parce que ça vous permettra
de mesurer de l'évolution, d'avoir de la comparaison d'une année sur l'autre, alors que sur une étude ad hoc, par exemple, on va plutôt opter pour un autre type de stratégie. Donc, pour mieux comprendre, nous passons là aussi sur un exemple. Donc là, on est sur l'exemple d'une enquête menée par un organisme de formation spécialisé dans les formations en langues étrangères, donc suite à une formation. Le public interrogé, ça va être des salariés et des professionnels en reconversion. Donc, c'est une étude dans laquelle il y avait une question de satisfaction globale de la formation et on avait évalué 10 autres critères plus détaillés. Donc, ça va des compétences du formateur, au dynamisme et à l'interactivité des cours, jusqu'au rapport qualité-prix, à la logistique administrative. Donc, finalement, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de nous dire quelles sont les priorités d'action et les points forts de cet organisme. Donc, dans notre cas de figure, nous avons fait en sorte que les axes se croisent, donc, par rapport à ce que je vous disais juste avant, au niveau de la moyenne, que ce soit de la performance ou de l'importance. Donc là, on a mis notre niveau de performance à 7,5 et notre niveau moyen d'importance sur l'enquête est à 0,6. Donc, vous voyez ce que ça peut donner en termes de résultats à l'écran. Et donc, on va s'intéresser, comme tout à l'heure, aux 2 cadrans du haut et les commenter un petit peu. Donc, lorsqu'on obtient notre matrice, le premier cadran auquel nous nous intéressons est celui des priorités d'action. Parce que le but, finalement, ça va être d'endiguer au plus vite ces niveaux de satisfaction jugés trop bas par les répondants, pour ne pas prendre de risques sur le niveau de satisfaction globale. Donc, les 3 points sur lesquels travailler en priorité sont la qualité de la plateforme e-learning, l'utilité pour le travail quotidien et le rapport qualité-prix. Maintenant, si nous affichons les notes obtenues sur ces 3 critères, on se rend compte que la performance n'est quand même pas tout à fait la même. Donc, finalement, c'est la qualité de la plateforme e-learning qui est la moins bien évaluée. Et donc, on a un point faible, finalement, à corriger au plus vite pour éviter, comme je le disais, de prendre des risques sur notre niveau de satisfaction globale. Donc, pour ça, ça va être potentiellement d'essayer d'améliorer l'expérience utilisateur sur cette plateforme. Ça peut passer par une amélioration de l'ergonomie, par exemple, par l'enrichissement des fonctionnalités pédagogiques, peut-être par de l'accompagnement avec des tutoriels pour expliquer un petit peu aux stagiaires de cet organisme comment l'utiliser. Ensuite, les 2 autres priorités d'action, donc c'est l'utilité pour le travail quotidien. Donc là, ça va passer par le développement de modules plus orientés pour des usages professionnels. Ça va être éventuellement de favoriser l'apprentissage plutôt par l'action via des jeux de rôle, etc. Et enfin, on a l'ajustement de certaines choses sur l'offre tarifaire. Donc là, en diversifiant les formules ou en essayant d'augmenter la valeur perçue de ce qu'on propose. Donc ça, c'est pour la partie priorité d'action. Ensuite, sur le second cadran, le plus important, c'est les points forts. Donc là, ceux qui ressortent sont les compétences du formateur, le dynamisme et l'interactivité et la pertinence des exercices pratiques. Et donc, là encore, si on observe les notes obtenues, on n'a pas tout à fait les mêmes notes. Donc, on ne va pas forcément gérer les choses de la même manière en fonction des notes obtenues. Donc, sur les notes, sur les critères les mieux évalués, donc sur les compétences du formateur, le dynamisme et l'interactivité, on va vraiment pouvoir communiquer sur ces atouts parce que c'est des réels atouts de l'organisme de formation. Donc, on pourrait, par exemple, mettre le CV de nos formateurs sur le site Internet, tourner une vidéo pour qu'ils se présentent, pour humaniser un peu la relation et les mettre en avant. Et par contre, on voit que la pertinence des exercices pratiques, elle est aussi dans le cadran des points forts. Pour autant, on est juste au-dessus du niveau de satisfaction qu'on s'était fixé. Donc là, avant de communiquer dessus, on va plutôt essayer de continuer à faire progresser les choses en diversifiant les formats, par exemple, en proposant des mises en situation pour faire en sorte finalement que les stagiaires soient vraiment opérationnels quand ils arrivent dans le monde professionnel et dans leurs entreprises. Merci Julie. Alors pour finir, et finalement dans la continuité de la matrice importance-performance présentée par Julie, nous avons abordé une dernière analyse, à savoir la matrice de Lyosa. Alors, un petit peu de contexte justement pour recontextualiser l'origine de la matrice de Lyosa. Donc, il s'agit d'une analyse finalement qui découle des méthodes dites asymétriques qui ont été développées notamment à la suite des travaux d'un
d'un chercheur japonais qui s'appelait Kano dans les années 80 et qui avance finalement que satisfaction et insatisfaction ne sont pas forcément des concepts symétriques et que la relation entre performance et satisfaction n'est pas systématiquement linéaire. Et donc, en cela, on cherche à évaluer la satisfaction client toujours au regard finalement de la prise en compte de ses attentes. Et en cela, Kano va identifier 3 types d'attributs. Des attributs basiques que vous avez en rouge sur le diagramme de Kano, qui peuvent finalement, ce sont des attributs qui peuvent générer une insatisfaction s'ils ne répondent pas aux besoins et aux attentes des consommateurs. Des attributs attractifs, ou dit également d'excitation, qui en cas de bonne performance vont pouvoir générer une satisfaction particulièrement élevée. Et des attributs de performance en bleu, où plus la performance est élevée, plus la satisfaction augmente. Et au final, la méthode de Liosa, qui est appelée aussi méthode tétraclasse, s'inscrit tout simplement dans le prolongement de l'idée de Kano, avec comme fondement commun l'analyse asymétrique de la satisfaction et de l'insatisfaction. Alors, ce sont des analyses qui ont pour objectif effectivement de catégoriser les éléments de service en différentes classes selon leur niveau de contribution à la satisfaction globale. Donc, le modèle s'appuie finalement sur une dichotomisation des évaluations négatives et positives, à la fois pour la satisfaction globale, mais également pour les dimensions de satisfaction détaillées, tout comme on a pu le voir sur la matrice importance-performance. Et au final, Liosa va positionner les différents attributs selon 2 axes. Selon l'axe vertical, c'est-à-dire selon la contribution à la satisfaction globale, et selon l'axe horizontal, selon la contribution à l'insatisfaction. Avec au final 4 cadrans. Un premier cadran qui regroupe les éléments plus, qu'on peut appeler aussi les facteurs d'excellence, et qui regroupe finalement les facteurs qui vont contribuer donc fortement à la satisfaction lorsqu'ils sont perçus positivement, mais qui vont contribuer assez faiblement à l'insatisfaction s'ils sont perçus négativement. Pour prendre un exemple, pour illustrer un petit peu, on peut prendre le cas d'une personne qui amène sa voiture chez un garagiste pour la faire réparer et qui l'amène particulièrement sale ce jour-là et va retrouver son véhicule tout propre, réparé, et tout propre également. C'est quelque chose auquel il ne s'attendait pas forcément et qui a eu un effet vraiment positif sur sa satisfaction. L'inverse n'aurait pas engendré d'insatisfaction. C'est vraiment un effet waouh, on peut dire. Un deuxième cadran avec les éléments clés, qui comprend ici les critères qui exercent une forte influence sur la satisfaction comme sur l'insatisfaction. Ce sont vraiment les moteurs de la satisfaction. Pour reprendre notre exemple, typiquement, un facteur clé, ça va être la qualité des réparations. Si elles sont au rendez-vous, on va être satisfait. Si la qualité des rendez-vous de la réparation n'est pas là, on va être plutôt insatisfait. Et enfin, 2 autres cadrans. Donc, un assez intéressant, donc le cadran des éléments basiques, ce qu'on peut appeler également des facteurs essentiels. Ce sont les critères qui contribuent fortement à l'insatisfaction lorsqu'ils sont évalués négativement, mais qui ne vont pas contribuer à la satisfaction lorsqu'ils sont évalués positivement. C'est ce qu'on peut appeler un peu les fondamentaux ou les prérequis. Pour finir notre exemple, j'amène ma voiture, je veux retrouver dans le même état, sans une trace, sans une rayure sur la carrosserie, sans une tache d'huile sur un siège. Voilà, ce sont des éléments basiques lorsqu'on amène sa voiture à réparer. Et enfin, un peu moins intéressant, mais les éléments secondaires qui finalement regroupent les facteurs qui ont une faible influence, que ce soit sur la satisfaction ou sur l'insatisfaction. Alors, pour mieux comprendre cette analyse, on prend ici un exemple d'une enquête menée par un établissement hospitalier suite sur des patients qui ont été récemment hospitalisés, où on cherche à évaluer dans cette enquête tout simplement l'expérience patient, que ce soit en termes de satisfaction globale, mais également en termes de satisfaction détaillée sur des dimensions diverses liées à l'accessibilité, au service, à la qualité des soins ou encore au confort des locaux. Alors, en termes de catégorisation des attributs, on arrive finalement sur les résultats suivants. On passe un peu rapidement, mais sur les éléments plutôt des éléments liés à l'accessibilité ou à la qualité des repas.
En éléments clés, plutôt des éléments liés au savoir-faire ou au savoir-être du personnel hospitalier. Et en éléments basiques, eh bien, plutôt des critères liés aux locaux, à la propreté et au confort d'une manière générale. Et d'autres critères plus secondaires, plutôt liés à l'administratif ou au temps d'attente. Une fois qu'on a cette catégorisation, pour avoir une analyse qui va être plus fine, il va être primordial aussi de regarder la manière dont vous allez performer sur chacun de ces attributs. Qu'on va restituer ici à l'écran, il y a des pastilles de couleurs, vert pour les attributs où vous performez mieux, rouge pour ceux où vous performez moins bien, orange plutôt entre les deux. Et c'est ça qui va nous permettre au final de facilement pouvoir hiérarchiser nos actions à mettre en place pour améliorer notre expérience client, notre expérience patient en tout cas dans notre cas. Avec comme première priorité absolue, ça va être d'assurer les fondamentaux, c'est-à-dire c'est ces critères qui finalement on ne surprend pas si on les respecte, mais qui peuvent décevoir gravement si on échoue. Et en s'intéressant ici tout particulièrement prioritairement sur les critères sur lesquels vous allez moins bien performer. Donc, dans notre exemple, en essayant de corriger rapidement le confort de la chambre, un critère qui est moins bien évalué, pour éviter qu'il devienne un point d'insatisfaction majeur. Donc, voilà, on peut réaliser un audit express du confort et puis mettre en place des actions rapides derrière pour essayer d'améliorer la situation sur ce critère-là. Deuxièmement, on va essayer de garantir la performance de nos attributs clés. Donc, ce sont vraiment des attributs qui élèvent l'expérience au niveau supérieur, mais dont leur mauvaise gestion peut briser l'effet recherché. Là encore, en priorisant les attributs sur lesquels notre performance est un petit peu en retrait. Et donc, dans notre exemple, on va chercher à essayer de remonter l'amabilité du personnel au niveau des deux autres critères. Ça peut prendre forme d'ateliers de sensibilisation, par exemple, pour rappeler l'importance de l'accueil et de l'écoute active. Et enfin, dernier élément, on est là vraiment dans une logique finalement de viser l'excellence en s'intéressant aux critères plus. Donc, ces critères qui relèvent plus finalement du confort que réellement du besoin, mais dont leur maîtrise va installer une perception premium, avec donc pour objectif, là encore, de corriger les irritants qui vont être le plus visibles et le plus frustrants pour les patients, pour les clients, en améliorant rapidement la qualité des repas et en rendant l'accessibilité et la signalisation plus fluide pour réduire le stress finalement des personnes qui vont se faire hospitaliser. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la matrice de Lyosa. Merci David. Du coup, nous arrivons au bout de cette présentation. Donc, nous vous avons présenté le principe de plusieurs analyses que vous trouvez résumées à l'écran. Donc, on ne va pas forcément s'attarder maintenant sur ce tableau, mais il sera bien présent sur le support PowerPoint que vous recevrez. Donc, aujourd'hui, on a vraiment souhaité vous montrer comment transformer vos résultats d'études en véritables actions et des actions concrètes dans vos organisations. Donc, on espère que ça vous a semblé clair et que ça vous donnera surtout des idées pour le mettre en œuvre sur vos propres projets d'études. Effectivement, et on va s'intéresser à vos questions. On vous rappelle juste que ce webinaire, Julie l'a dit, fait partie d'une série dédiée au webinaire sur l'écoute, l'expérience client. Nos replays sont accessibles sur notre site web. Voilà, l'actualité 5 s'étant particulièrement chargée sur cette fin d'année et début d'année prochaine. La série reprendra plutôt à la fin du premier trimestre 2026 pour les 2 derniers épisodes de la série. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.